Bonjour et bienvenue sur Clignotant Droit. On va parler aujourd'hui de l'avenir de l'automobile de collection en France. Pourra-t-on rouler dans 3, 4, 5 ans au volant d'une Peugeot 504 Cabriolet ou d'un coupé 406 ? On va essayer d'y voir plus clair. Alors vous êtes sur Clignotant Droit, le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités, animé par le cabinet Ledal Avocat. Au micro aujourd'hui, Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, passionné par le monde automobile et j'ai la chance de pouvoir conjuguer travail et passion depuis une quinzaine d'années. Je suis l'auteur de différents ouvrages en droit routier comme le guide du véhicule de collection aux éditions ETAI Argus de l'assurance et toujours chez l'Argus de l'assurance un ouvrage tout juste sorti en décembre 2020 consacré aux trottinettes électriques notamment, et aux autres engins de déplacement personnel motorisé. Le titre exact, Engins de déplacement personnel motorisé, la réglementation en pratique, et c'est un ouvrage publié dans la collection Les Essentiels. Alors, retour au sujet de notre podcast du jour, avec cette question, est-ce que l'on va pouvoir, dans les années qui viennent, encore circuler avec nos véhicules de collection ? Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question aujourd'hui ? Eh bien, parce que c'est un thème d'actualité. Alors déjà un thème d'actualité depuis des années, mais c'est un sujet encore plus brûlant au vu de l'actualité législative. Nous avons en ce moment deux textes qui reviennent sur cette question. Le premier est un texte assez généraliste sur le climat, avec la volonté de multiplier les zones de faible émission mobilité, les fameuses ZFE. Et ces ZFE, beaucoup de conducteurs les connaissent déjà, puisqu'il y en a déjà. La plus connue, c'est la ZFE parisienne. Elle succède à la ZCR, la zone de circulation restreinte. Vous l'aurez compris, on change souvent de vocabulaire et on parlait même au départ de ZAPA, les zones d'action prioritaire pour l'air. Aujourd'hui, plusieurs agglomérations ont mis en place ce type de dispositif. On pense bien sûr à Paris. Nous avons également Strasbourg et Grenoble et se dessine aujourd'hui la ZFE qui va être mise en place dans le Grand Paris. Alors beaucoup de conducteurs voyaient au départ le sujet comme un sujet parisiano-parisien. Mais on le voit, les ZFE s'étendent et ne serait-ce que la ZFE de la grande métropole du Grand Paris va impacter un très grand nombre de conducteurs puisque cette zone s'étend et dépasse même un petit peu la limite de l'A86. Alors ces 4 ZFE vont rapidement être rejointes par d'autres agglomérations. On a déjà une quinzaine de villes qui sont dans les starting blocks: Rouen, Lille, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulouse, Nice, Toulon, Aix-Marseille. Toutes ces agglomérations vont à très court terme mettre en place le même dispositif que l'on connaît déjà à Paris. Alors ce dispositif repose sur les certificats critères, les fameuses vignettes, critères 1, 2, 3, 4, 5, avec une autorité locale qui va restreindre la circulation en fonction de cette classification critère. Pour faire simple, la classification critère correspond à une norme euro ou à l'âge du véhicule. Alors clairement, le dispositif passe quand même un petit peu à côté du sujet en termes de pollution. On le comprendra aisément en réalisant que certains véhicules, selon leur âge, sont classés critère 4 ou 5, ou alors critère 3 ou 2, alors qu'il s'agit en réalité du même véhicule avec la même motorisation, il n'y a que l'année qui change. Et on ne pourra pas s'empêcher de regarder avec un regard quand même un petit peu dubitatif un gros SUV arborer fièrement une pastille critère 1, alors qu'une petite citadine essence des années 90 ne peut plus rouler sur le bitume parisien. L'interdiction de circulation n'est bien sûr pas générale et absolue. Cette petite Twingo, par exemple, pourra quand même rouler la nuit et aussi en journée, le samedi et le dimanche. Avec le texte qui se discute en ce moment, l'idée est de multiplier ces ZFE en les rendant obligatoires pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ce ne sont pas moins de 33 agglomérations qui devraient, avec ce texte, devoir se doter d'un dispositif ZFE au 31 décembre 2024. Avec les ZFE qui existent déjà, avec les agglomérations qui vont rejoindre le dispositif dans les prochains mois et les agglomérations potentiellement concernées par ce futur texte, nous arriverions
pratiquement à une cinquantaine de ZFE d'ici finalement quelques mois. Clairement, l'usage d'un véhicule mal classé va devenir beaucoup plus compliqué d'ici 2025. Avec ce futur texte, on observe également un changement de philosophie. Un changement de philosophie assez important puisque jusqu'ici, la mise en place d'une ZFE et surtout la nature des restrictions reposait largement sur l'autorité locale. Avec ce futur texte, les autorités locales perdraient la main avec des restrictions qui seraient identiques dans toutes les ZFE. Alors, les conducteurs qui avaient encore l'espoir de pouvoir choisir localement un ou une mère peut-être moins hostile aux véhicules à moteur thermique comprendront que ils ne pourront pas sans doute résister tel d'irréductibles gaulois. Si l'on peut comprendre en fait l'idée d'uniformisation des restrictions pour éviter ce qui deviendrait une réelle cacophonie avec des situations ubuesques et la nécessité pour chaque conducteur de vérifier dans quelle agglomération il peut se déplacer avec tel ou tel véhicule, la mise en place de règles uniformes va sceller le sort de centaines de milliers d'automobiles du jour au lendemain. Jusqu'à présent, on pouvait imaginer qu'un automobiliste parisien puisse revendre son véhicule inutilisable dans la capitale à un conducteur pouvant encore profiter d'une certaine liberté en province. En cas de mise en place d'un maillage serré de ZFE aux restrictions uniformisées, c'est toute une part du parc automobile qui va devenir du jour au lendemain invendable et partira soit à la casse, soit partira à l'étranger et continuera à polluer sans doute beaucoup plus, mais en dehors de nos frontières. Ce basculement du parc automobile va soulever deux questions. La première concernera les ménages les moins fortunés qui devront remplacer un véhicule qui la plupart du temps fonctionne très bien par un véhicule mieux disant en termes de pastilles critères, mais clairement beaucoup plus cher, y compris pour un véhicule d'occasion. Et l'effort financier sera d'autant plus important que le précédent véhicule considéré comme trop polluant sera quasiment invendable. Et s'il est toutefois vendu, le produit de la vente ne représentera pas un grand apport pour le nouvel achat. L'impossibilité de faire circuler un grand nombre de véhicules mal classés du point de vue des certificats critères pose bien évidemment aussi la question de l'avenir des véhicules de collection. La possibilité de continuer à faire rouler ce qui constitue aujourd'hui un véritable patrimoine roulant suscite de nombreuses interrogations. Une proposition de loi débattue la semaine passée devant le Sénat pourrait apporter un début de réponse. L'idée est assez simple, elle a été largement défendue par la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque. Elle repose sur une dérogation accordée aux véhicules immatriculés en carte grise collection. Alors, on parle de carte grise collection ou de certificat d'immatriculation de collection. Aujourd'hui, c'est un véhicule qui dispose d'un régime bien spécifique et un régime surtout bien plus souple que celui qui était applicable avant la réforme de 2009. Le régime des véhicules immatriculés en carte grise collection a en effet été réformé à l'occasion de l'adoption du SIV. Vous le savez, c'est le numéro de plaque d'immatriculation, le numéro à vie sur le véhicule, qui est venu à partir de 2009 remplacer les anciennes immatriculations en FNI, le fichier national d'immatriculation. Alors pour revenir à la réforme de 2009, avant 2009, le véhicule immatriculé en carte grise collection faisait l'objet de larges restrictions à la circulation et sauf événement historique spécifique, le véhicule immatriculé de la sorte était cantonné à une circulation dans son département d'immatriculation et dans les départements limitrophes. Les collectionneurs les moins jeunes se souviennent du dispositif de carnet à souche qui était géré à l'époque par la FFVE pour pouvoir, à titre dérogatoire, rejoindre en voiture une manifestation historique ou sportive liée à l'automobile. Alors à l'époque, les véhicules qui étaient immatriculés en collection étaient vus d'un très mauvais œil. Il s'agissait surtout et souvent de véhicules qu'il était impossible d'immatriculer en régime normal. Beaucoup de mes collectionneurs auront un jugement beaucoup plus expéditif et peut-être plus imagé que moi sur ces véhicules, pour la plupart considérés comme de grosses merguez. Alors, je n'irai pas jusque-là parce que le régime de la carte grise de collection pouvait permettre de redonner
une situation administrative légale à des ancêtres, à des véhicules d'avant la guerre et parfois même d'avant la Première Guerre mondiale. Et ce régime, même avec tous les inconvénients qui étaient les siens, a permis de sauver des autos, et même plus que des autos, une part de notre patrimoine national automobile. Alors à l'époque, pas de contrôle technique pour ces véhicules, et avec les fortes restrictions liées à la circulation, le soupçon aussi d'un manque d'entretien de la part de certains sélectionneurs qui choisissaient ce statut pour passer à travers les mailles du contrôle technique. Avec tous ces points négatifs, la cote du véhicule immatriculé en carte grise collection en prenait un sacré coup. À partir de 2020, les choses changent fortement. Premier changement et pas des moindres, c'est celui de l'âge. Avant 2009, un véhicule pour être immatriculé en collection devait être âgé d'au moins 25 ans, et avec la réforme, on passe à 30 ans. Mais surtout, ce sont les restrictions à la circulation qui s'envolent. Le véhicule ancien, immatriculé en collection, peut, s'il en est capable, dépasser les frontières de son département et même celles des départements limitrophes. Avec le nouveau régime mis en place en 2009, le véhicule immatriculé en collection retrouve le chemin aussi du centre de contrôle technique. Alors, depuis, le régime a été allégé pour ce véhicule de collection, immatriculé en collection, qui ne voit le contrôleur que tous les 5 ans. Et même les véhicules d'avant 1960 sont totalement exemptés, s'ils le veulent, de l'épreuve du contrôle technique. On rappellera bien sûr que cette immatriculation en collection relève de la démarche personnelle et volontaire du propriétaire, qui n'est aucunement dans l'obligation d'opter pour ce régime spécifique sous prétexte que son véhicule a plus de 30 ans. On signalera d'ailleurs que si le passage d'une immatriculation normale à une immatriculation en collection est assez simple, faire machine arrière relèvera du parcours du combattant. Mais cette immatriculation spécifique en collection peut révéler bien des avantages, avec notamment le bénéfice d'une dérogation en matière de restriction à la circulation. C'est ce qui avait été mis en place avec la ZCR parisienne. Le véhicule immatriculé en collection pouvait circuler alors que des jeunettes critère 5 devaient rester au parking. Très rapidement, le premier dispositif a été revu avec déjà l'idée d'une durée de la dérogation. Donc on n'était plus sur une durée à vie, mais une durée de 3 ans. On le comprend très vite, ce qui est accordé en termes de dérogation peut prendre fin assez rapidement. Un autre inconvénient, et il est de taille cet inconvénient avec les dérogations, c'est que ces dérogations se négocient localement. Ce qui avait pu être accordé à Paris devra être négocié pour chaque ZFE. Les associations, notamment la FFVE ou la FFAC, ont pu toucher cette réalité de doigt et ont pris leur bâton de pèlerin pour aller rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs au niveau local. Avec le texte examiné la semaine passée au Sénat, l'idée est celle de la mise en place d'une dérogation au niveau national. Cette uniformisation s'inscrira d'ailleurs assez bien dans le mouvement que l'on voit se dessiner d'une perte de pouvoir des autorités locales en matière de ZFE. Et il est vrai qu'une dérogation nationale éviterait une vraie cacophonie avec des villes pro et des villes anti-voitures de collection. De façon très matérielle, cette dérogation se traduirait également par l'attribution à ces véhicules immatriculés en collection d'une vignette collection. La FFVE avait déjà il y a quelques années réfléchi à une pastille gold avec un clin d'œil aux différentes couleurs présentes sur les pastilles ou plutôt les certificats critères. Clairement, l'idée d'une vignette, d'une pastille ou d'un certificat spécifique, en tout cas un élément visuel qui permet d'identifier facilement le véhicule immatriculé en collection et donc bénéficiant potentiellement d'une dérogation est une bonne idée. Car qui dit restriction à la circulation au sein d'une ZFE dit aussi verbalisation. Et si aujourd'hui les verbalisations pour violation des restrictions mises en place au sein des ZFE demeurent anecdotiques, cela ne sera plus le cas lorsque la vidéo-verbalisation sera déployée. Mais à côté de la future vidéo-verbalisation qui passe largement par la consultation du fichier des immatriculations, le fichier SIV, il n'est pas totalement idiot de permettre à des agents verbalisateurs sur le terrain de pouvoir, de loin, identifier un véhicule faisant l'objet d'une dérogation et s'éviter un contrôle pour rien. Le texte
s'il part d'une bonne intention dans son premier article, laisse planer le doute dès le deuxième article qui nous précise que les modalités d'application relatives à la vignette collection mentionnée à l'article précédent seront fixées par décret. Donc on a déjà une incertitude. Et l'article 3 laissera lui songeur. Je vous le lis. La perte de recettes résultant pour l'état de la présente loi seront compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés, etc., etc. Les collectionneurs devront donc peut-être ouvrir le portefeuille et avant cela, ils devront également, si leur véhicule n'est pas immatriculé en collection, se rapprocher des services de la FFVE pour pouvoir procéder à l'immatriculation. La FFVE qui avait déjà largement renforcé ses équipes pour faire face au surcroît d'activités liées à la délivrance des attestations dans le cadre des immatriculations de collection risquerait peut-être même d'être engorgée avec des demandes en masse de la part de conducteurs souhaitant pouvoir continuer à rouler en ville. Et c'est d'ailleurs cet effet d'aubaine qui est redouté par certains, notamment certains responsables politiques écologistes, qui redoutent redoutent de voir des collectionneurs en carton, aller immatriculer en collection une Renault 21 diesel hors d'âge pour pouvoir continuer à cracher un nuage de particules à chaque accélération. C'est d'ailleurs cette crainte qui avait poussé la FFVE à lancer il y a quelque temps une consultation sur ce que devrait être un véhicule de collection, avec en filigrane la question suivante: est-ce qu'un véhicule diesel peut prétendre au statut de collection ? Alors pour une fois, je vous ferai part de ma position. Pour moi, oui, c'est une évidence. Le véhicule de collection, c'est celui qui a marqué son temps. Et beaucoup de collectionneurs d'aujourd'hui ont été bercés, enfants, à l'arrière des berlines carburant au mazout. Et nous avons en plus en France des constructeurs, je pense notamment à Peugeot, qui se sont imposés comme des champions de la motorisation diesel. En soi, cette motorisation pour moi n'est pas incompatible avec un statut de véhicule de collection. Alors après, qu'on soit d'accord, pour moi une motorisation diesel n'a rien à faire sous le capot d'une sportive, mais on ne parle pas ici de véhicules de prestige ou de véhicules sportifs, mais de véhicules de collection. Écarter le diesel de la collection, c'est aussi écarter tous les utilitaires du monde de la collection. Alors, je fermerai la parenthèse sur le diesel et les véhicules de collection, mais ces propos permettent de comprendre que certains voient d'un mauvais œil cette dérogation qui pourrait être utilisée abusivement pour faire circuler des véhicules qui n'auraient de collection finalement que le statut administratif. Sur ces dérogations, les interrogations sont encore nombreuses et l'hésitation également. Je rappelais tout à l'heure, repasser d'une immatriculation collection à une immatriculation normale est quasiment impossible dans la pratique. De nombreux collectionneurs craignent, et on peut le comprendre, de se retrouver coincés en collection, en régime de collection, avec une dérogation qui pourrait leur être supprimée du jour au lendemain. Mais la principale critique qui peut être faite à cette idée de dérogation pour le véhicule immatriculé en collection, c'est que cette piste ne règle que la question des véhicules immatriculés en collection. Certes, cette solution permet de préserver le parc automobile de collection tel qu'il existe aujourd'hui, mais elle sacrifie le parc de collection de demain. Les amateurs les connaissent bien maintenant, ces Youngtimers, ces véhicules déjà assez âgés qui clairement ont quitté le monde de l'automobile de l'occasion, mais qui n'ont pas encore atteint les 30 ans réglementaires pour pouvoir prétendre à une immatriculation spécifique. Cette catégorie des Youngtimers, on la connaît depuis une dizaine d'années, avec d'ailleurs des véhicules extrêmement à la mode, dont la cote s'est envolée. Et depuis une dizaine d'années, on se soucie du sort de ces véhicules. Alors il y a déjà 10 ans, on s'inquiétait de l'avenir d'une petite 205 GTI, d'une Golf GTI, d'une R21 Turbo ou encore d'une Porsche 944. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, les années également, et ces véhicules ont aujourd'hui une trentaine d'années. Pour eux, c'est gagné, ils peuvent prétendent à une immatriculation en collection, mais qu'en est-il de tous les véhicules qui peuvent légitimement prétendre à gagner le rang de véhicules de collection dans quelques années ? On parle aujourd'hui d'un coupé Peugeot 406, on parle d'une Porsche 996, on parle d'un coupé Jaguar XK8, XKR, on parle d'un coupé Fiat Turbo, d'une Alfa GTV,
On parle des nouvelles Mini, on parle de la magnifique Citroën C6, des nouvelles petites Fiat 500, de toutes les déclinaisons un peu sympas de la Peugeot 206. On parle de la mythique Mégane RS. On peut même parler, et ça fera frémir certains puristes et certains écologistes, mais on peut parler aussi du Porsche Cayenne qui a à la fois sauvé Porsche et qui a permis de réinventer le SUV de luxe. Toutes ces autos, et il y en a bien d'autres, ne pourront plus, peut-être dans quelques mois ou quelques années, circuler. Alors, que va-t-on faire ? Les amateurs les plus fortunés pourront peut-être les conserver, tant bien que mal, dans une grange ou dans un hangar en province, à la campagne, et peut-être même pourront-ils les faire un peu rouler entre deux ZFE, le temps de prendre quelques années et de pouvoir récupérer une immatriculation de collection. Mais combien de ces autos survivront à cette traversée du désert ou cette traversée campagnarde ? Sans doute pas beaucoup, et ce d'autant plus que beaucoup de ces véhicules seront certainement plus compliqués à entretenir, tout du moins à remettre en route, beaucoup plus en tout cas qu'un vieux diesel des années 80. Alors vous l'aurez compris, cette belle initiative sénatoriale ne règle pas tout. On peut même douter qu'elle résiste à la désapprobation gouvernementale. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des Transports, a déjà émis un bémol sur cette initiative. Alors certes, il s'est servi de la technique pour botter en touche, soulignant que la dérogation ne devrait pas relever du législatif, mais du réglementaire. Mais soyons clairs, s'il souhaitait vraiment soutenir une telle dérogation, rappelons que le réglementaire, c'est lui, ou plutôt lui et son équipe, et dans ce cas-là, autant nous apporter quelque chose de concret à se mettre sous la dent. Mais je ne ferai pas pour autant partie de ceux qui critiquent cette initiative et le travail de lobbying qui a pu être fait par la FFVE. Certes, certains pourront dire, et ils n'ont pas tout à fait tort, que cette idée de dérogation, de pastille, de collection, c'est un peu en ce moment l'arme qui cache la forêt des ZFE qui demain vont pousser un peu partout sur notre territoire. Alors, je ne sais pas ce que l'avenir réservera à la proposition de loi examinée par le Sénat, mais le simple fait que les sénateurs se soient prononcés en faveur d'une telle dérogation est à mon sens une très bonne chose. Elle permet d'ancrer dans les esprits que oui, il n'est pas totalement politiquement déraisonnable de venir préserver nos vieilles autos, notre patrimoine historique automobile. Et dans un climat largement autophobe, il faut savoir se réjouir et se satisfaire de quelques petites bonnes nouvelles. Alors je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de Clignot Droit. Bonne route et pensez à garder le sourire au volant car sur la route vous êtes souvent photographié. Si vous voulez suivre Clignot Droit, abonnez-vous au podcast disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et en parler autour de vous sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver simplement, par exemple sur Facebook, tapez @ledal.avocat. Je vous dis à très bientôt, c'était Jean-Baptiste Ledal pour Clignot Droit. Ciao.